Le passage étroit se remplit de poussière et du rugissement des hommes conscients qu'ils ne peuvent battre en retraite. Encerclée, en infériorité numérique et déjà condamnée à mort, la ligne spartiate s'est brisée. Il n'y a plus de mur de boucliers intact, seulement un groupe de guerriers qui rétrécit, les dos presque collés, encerclés de tous côtés. Un soldat spartiate pousse un cri de guerre et s'élance en avant, enfonçant sa lance dans le torse cuirassé d'un Perse. Le manche de plus de 2 mètres transperce les écailles et la chair dans un craquement brutal, la pointe de fer ressortant d'un bon pied derrière le dos de l'homme. Le Perse saisit le manche ensanglanté de la lance et ses yeux s'écarquillent tandis qu'il pousse un cri guttural, aussitôt englouti par le tonnerre de la bataille. Alors que le Spartiate arrache sa lance du soldat, il sent la pointe de fer se briser à l'intérieur du corps du Perse, son extrémité restant logée quelque part au fond de ses côtes. Ceci est la bataille des Thermopyles, la dernière résistance des Spartiates. Et même si ce hoplite sait qu'il ne vivra pas jusqu'à la fin de cette journée, ses lois exigent un lourd tribut pour son âme, et il est déterminé à envoyer autant d'envahisseurs achéménides que possible dans l'au-delà, avant de quitter lui aussi ce monde. Le Spartiate serre sa lance brisée sans avoir à réfléchir à la suite. Une vie entière d'entraînement l'a préparé, alors qu'il retourne sa lance et pivote, enfonçant la pointe de bronze de l'autre extrémité dans le cou découvert du soldat qui tentait de le frapper, alors qu'il avait le dos tourné. Le Perse laisse tomber son épée courte et tombe à genoux, les mains au sol, se tenant la gorge alors que le sang commence à jaillir de son artère ouverte. Un cri perçant retentit dans l'air alors que le sang coule et se répand sur le sol, se mêlant à la paille éparpillée sur le plancher. La femme spartiate en travail qui pousse un cri de douleur est entourée de ses sages-femmes, elle-même assistée par plusieurs esclaves ilotes, tandis qu'une silhouette solitaire observe depuis l'embrasure de la porte de sa maison son oikos. Les cris du nouveau-né retentissent la nuit alors que les sages-femmes l'emportent rapidement vers une bassine. L'eau est pour les faibles, et l'enfant est plongé dans un vin rouge âcre et non dilué afin que sa peau soit endurcie et devienne résistante comme du cuir. Il devra être solide s'il veut s'en sortir dans cette vie. Le soldat entre dans la pièce et la sage-femme lui remet l'enfant, dégoulinant et sentant le vinaigre. Il regarde son fils, non pas vraiment comme un père fier, mais plutôt comme un contremaître inspectant un outil. Il ne dit pas un mot, il enveloppe simplement l'enfant dans une cape grossière et se tourne vers la porte. Il a une longue marche devant lui à travers les rues non éclairées de Sparte jusqu'à la Lesquie, le lieu de réunion des anciens, et ce sont eux qui décideront du sort de son fils. Le père traverse une salle de réunion sobre, éclairée par des braséros. L'attendant sur des bancs en bois, 28 hommes, tous âgés de plus de 60 ans, ainsi que les 2 rois de Sparte. Mais ce n'est pas la première fois que le père vient au Lesquie. Lorsqu'un enfant naît ici, le groupe d'hommes appelé la Gérousie inspecte l'enfant pour déterminer s'il est digne d'être élevé comme un Spartiate. Le moindre signe de faiblesse peut servir d'excuse pour rejeter l'enfant. Des articulations lâches, une colonne vertébrale courbée, trop de pleurs, tout signe montrant qu'il ne deviendra pas un membre fort de leur société guerrière. Si les anciens tournent le dos à l'enfant, le père n'a plus voix au chapitre. Il doit emmener son nouveau-né à l'apatite, le lieu du rejet, un gouffre au pied du mont Tégète, et l'abandonner à la nature sauvage. Le père doit patienter pendant que les anciens examinent son second fils. Ses yeux sont grands et vifs, ses membres sont épais, robustes, et encore tachés d'un rouge profond à cause du bain de vin. Et surtout, il ne pleure pas. L'un des 2 rois de Sparte rend l'enfant à son père et hoche la tête. L'enfant deviendra un Spartiate et héritera de tous les avantages liés à ce statut. Il recevra une parcelle de terre dans les vallées fertiles de Messénie, mais il n'aura jamais à la labourer, car il recevra des esclaves qui le feront à sa place. Tout ce qu'il a à faire pour mériter cet honneur, c'est survivre à l'éprouvant parcours vers l'âge adulte. Une vie entière d'entraînement et de sacrifice pour qu'un jour ils puissent faire partie du mur humain qui protège leur mode de vie. L'entraînement d'un soldat spartiate commençait essentiellement dès la naissance. Avant même qu'il ne puisse parler, sa mère lui racontait des histoires sur les héros qui s'étaient battus et étaient morts vaillamment au combat. On le laissait seul dans des pièces plongées dans le noir complet pour qu'il apprenne à ne pas craindre l'obscurité. Quand il tombait, sa mère ne se précipitait pas pour le réconforter. C'était à lui d'apprendre à gérer la douleur, aussi intense soit-elle. Un fils spartiate grandit sans père.
Le sien, après tout, fait partie de la même caste de guerriers que le garçon aspire à rejoindre un jour, ce qui signifie vivre à la caserne. La seule fois où il voit son père Hoplite, c'est quand celui-ci s'échappe la nuit de la caserne pour voir la mère du garçon, repartant souvent avant l'aube. Mais à l'approche du 7e anniversaire du garçon, un autre homme vient à Loakos, et celui-ci arrive en plein jour. Les cheveux du garçon ont poussé longs, jamais coupés depuis sa naissance, et son jeune corps devient déjà robuste grâce aux lourdes corvées et aux jeux physiques auxquels il s'adonne chaque jour. Il est en train de fendre du bois lorsque sa mère l'appelle à l'intérieur de la maison. À l'intérieur, l'attend le Paidonimos, un titre qui se traduit approximativement par « le gardien des garçons ». Il est venu chercher l'enfant, qui est assez âgé pour passer à la prochaine phase de sa vie. Il est temps pour lui de commencer son entraînement. La mère ne pleure ni ne supplie le Paidonimos de prolonger le temps passé avec son enfant. En tant que femme de Sparte, c'est son plus grand honneur. Elle confie son fils unique à l'homme sans une étreinte ni un baiser d'adieu. Mais elle lui adresse quelques mots d'adieu. Posant sa main sur son épaule, elle lui dit qu'il doit revenir avec son bouclier, ou sur celui-ci. Le garçon sait très bien, grâce aux histoires qu'elle lui a toujours racontées, qu'elle le pense au sens littéral. Il doit revenir du champ de bataille, soit en vainqueur, soit en cadavre. Fuir n'est jamais une option. Et sur ces mots, l'homme l'emmène loin de la seule maison qu'il ait jamais connue. Dans les faits, l'enfance du garçon est terminée. Il est temps pour lui d'entrer dans l'agogé. L'agogé, qu'on peut traduire par l'idée de mener ou de guider, était semblable à un internat pour les futurs soldats spartiates, un vaste programme d'entraînement géré par l'État qui se déroulait dans les champs, les gymnases et les casernes entourant la ville. C'est là que Sparte forgeait ses guerriers d'élite, et ce processus commençait dès l'arrivée. La première étape consistait à effacer toute identité. Les cheveux du garçon sont rasés et ses vêtements d'enfance remplacés par une tunique. Désormais, le garçon fait partie d'une agela, un troupeau, une meute de garçons surveillés par un jeune homme qui venait d'achever sa propre formation, appelé un érène. Les érènes portent un fouet, et si le garçon est lent, pleure ou échoue à une tâche, les érènes le fouettent. L'érène n'a pas le choix, car il est lui aussi étroitement surveillé. Si l'érène se montre trop indulgent, ou si sa meute de garçons est jugée trop molle, c'est l'érène lui-même qui est fouetté. Leur autre outil pour endurcir les garçons, la faim. Bien que Sparte fût riche et approvisionnée par ses fermes exploitées par des esclaves, il savait que la faim pouvait être le meilleur moteur d'entraînement. Le garçon de 10 ans est accroupi contre le mur d'une ferme. Il n'a presque rien mangé depuis des jours, et voir le porc salé par la fenêtre lui met l'eau à la bouche. Il s'avance discrètement jusqu'à la fenêtre sur ses pieds nus et calleux, puis regarde par l'ouverture. Il observe le fermier Ilote à l'intérieur se détourner pour s'occuper du feu et sait que c'est sa chance. En un éclair, il saute par la fenêtre, attrape le porc sur la table, puis ressort aussitôt, tout cela sans faire le moindre bruit. Il ne peut plus attendre, et là, assis contre le mur de la ferme à la lumière de la lune, il commence à déchirer le porc salé avec ses dents. Mais alors qu'il avale sa première bouchée, une ombre sombre s'abat sur lui. Le fermier Ilote entre dans la caserne et jette le garçon au sol au pied de son érène. Le garçon essaie, mais il est incapable de cacher la peur sur son visage. Il sait qu'il sera puni cette nuit-là, non pour avoir volé, mais pour s'être fait prendre. La punition sera d'autant plus sévère en raison de la peur qu'il a montrée. À l'avenir, il devra accepter son sort avec un air plus impassible. À l'âge de 12 ans, l'État spartiate décida de ne plus ménager les garçons. Sa tunique lui est retirée et remplacée par un tribon, un manteau grossier en laine qui sera sa seule protection contre la chaleur et le froid. C'est aussi le moment pour lui de faire son lit. Le garçon est envoyé sur les rives de l'Eurota, où poussent de nombreux roseaux pointus dans la boue. Les garçons n'ont aucun outil, ils doivent donc arracher à main nue les roseaux semblables à des aiguilles du sol. Au coucher du soleil, ses mains sont couvertes de profondes coupures remplies de limon du fleuve. Il rapporte les roseaux à la caserne et les lie pour fabriquer un lit. Les roseaux pointus feront en sorte qu'ils ne dorment jamais trop profondément, car un soldat qui dort trop bien est un soldat qui peut être surpris. À cet âge, les repas deviennent tout aussi formateurs que son sommeil. Fini les repas relativement bons, bien que peu copieux, de ses jeunes années. Avec sa nouvelle cape et son lit de roseaux, le garçon découvre le mélas zomos, ou bouillon noir, une concoction de sang de porc bouilli, de sel et de vinaigre.
Une légende dit qu'un voyageur italien y goûta et déclara « Maintenant, je comprends pourquoi les Spartiates ne craignent pas la mort. Il vaut mieux mourir que de manger ça. » Pour un guerrier spartiate, cependant, la nourriture n'était qu'un luxe de plus dont il ne fallait surtout pas se rendre esclave. Si tu peux vivre avec du bouillon noir, tu es vraiment libre. Chaque jour, le garçon s'efforce de devenir un meilleur guerrier, en endurcissant son corps ou en développant ses compétences pour la guerre. Aujourd'hui, il s'exerce à cette aptitude en dansant. Le garçon et son âge ailé exécutent les danses pyrrhiques, des exercices militaires rythmés. Ils bougent avec les autres garçons pendant que leur surveillant frappe un tambour pour le rythme. Les garçons avancent dans une direction puis une autre, parfaitement synchronisés, criant et pointant ensemble vers l'avant leur lance d'entraînement en bois. Ils apprennent à se battre comme une seule unité cohésive, et bientôt, la phalange commence à prendre forme, un mur vivant de boucliers et de lances qui agit comme une version ancienne d'un véhicule blindé d'assaut. Le garçon a depuis longtemps oublié ce qu'était être un jeune insouciant dans sa maisonnée. Il est en train de devenir un guerrier aguerri de Sparte. À l'âge de 18 ans, le garçon a survécu à 11 années de la Gaugée, et bientôt, il ne sera plus du tout considéré comme un garçon aux yeux de l'État. Mais avant de pouvoir prendre sa place parmi les guerriers de Sparte, il doit réussir une dernière épreuve. Il avance à travers l'Olivret alors que le soleil couchant teinte le ciel de rouge sang, son entraînement lui permettant de se faufiler entre les arbres sans un bruit. Depuis le bord du champ, il observe un fermier ilote et son fils qui terminent leur travail. Les années de labeur éreintant ont laissé le père courbé et fragile, mais le fils est devenu grand et fort. Il rit en soulevant un lourd sac de grains des épaules de son père et le porte avec aisance. Pour sa famille, cette force est une chance. Mais pour Sparte, c'est quelque chose de très différent. C'est une menace. Les Spartiates n'étaient pas la majorité de la population dans leur propre société. Ils étaient largement surpassés en nombre par les Ilotes qu'ils avaient réduits en esclavage, peut-être dans une proportion allant jusqu'à 20 contre 1. Les Spartiates, même sans craindre d'être surpassés, savaient la valeur de la force, et l'État ne pouvait tolérer la force chez les esclaves. C'était la crypteia, un rite sacré et sanglant réservé à certains futurs soldats spartiates. Chaque année, les Éphores, les 5 magistrats les plus puissants de Sparte, déclaraient officiellement la guerre à la population ilote. Cela accordait aux garçons choisis de la Gaugée le pouvoir de tuer au nom de l'État, et légalement, personne ne pouvait rien faire pour l'empêcher. La lame disparaît aussi vite qu'elle est apparue, et celui qui la brandissait s'est déjà volatilisé, englouti par les arbres de l'Olivret. Le père se précipite et attrape son fils quand ses jambes flanchent. Il presse ses mains contre la blessure, murmurant son nom, mais la vie quitte déjà les yeux du jeune homme. Tout ce qu'il peut faire, c'est tenir son fils aîné alors qu'il meurt dans ses bras. Aux yeux de l'État spartiate, il s'agissait d'une action légale nécessaire, une façon d'éliminer les ilotes les plus forts avant qu'ils n'aient la chance de mener une révolte contre leur maître. Les garçons spartiates ayant réussi la cryptie en tuant un ilote adulte pouvaient passer les 2 années suivantes comme Irène, surveillant leur groupe de nouveaux garçons, jusqu'à ce qu'à l'âge de 20 ans, ils aient enfin la chance qu'ils avaient attendue toute leur vie. Le jeune homme, après 13 ans de vie dans la Gaugée, est prêt à entrer dans le réfectoire, la Syssitie. C'est ici que les soldats pleinement formés de Sparte dînent, mais c'est aussi là qu'ils accomplissent l'un de leurs devoirs les plus importants, voter pour admettre ou non de nouveaux membres dans leur rang. Chaque homme de la Syssitie prenait un morceau de pâte. S'il approuvait le candidat, il le déposait tel quel dans un bol. Mais s'ils avaient ne serait-ce qu'un seul doute, s'ils pensaient que le garçon était un lâche, un bavard, ou qu'il n'avait tout simplement pas l'esprit spartiate, ils écrasaient cette boule avec leurs pouces. C'était une boule noire. Le jeune homme attend dans l'obscurité à l'extérieur, tandis que le bol circule de soldat en soldat à l'intérieur. Il arrive au dernier, le vétéran hoplite qui observe le jeune homme depuis son premier souffle dans l'Oikos, il y a 20 ans, et qui dépose sa boule solide et ronde. Le bol est rapporté aux Éphores. Il plonge la main et fouille parmi les boules de pâte blanche. Chacune d'entre elles est ronde. D'un signe de tête du vétéran, le jeune homme est invité à entrer. Il ne fait plus partie du troupeau, mais il est désormais un Spartiate. On lui donne une place à la table et il s'assoit enfin avec ses camarades guerriers pour célébrer avec un repas de bouillon noir. Mais cette place a un prix. Il doit désormais fournir chaque mois sa quote-part d'orge, de vin, de fromage et de figues provenant de son domaine.
S'il ne paie pas une seule fois, il perd son statut. Et bien sûr, son travail le plus important, il doit protéger la nation de Sparte à tout prix, peu importe l'ampleur de la menace. Et au cours des 10 années suivantes, cette menace allait passer d'une rumeur lointaine à un cauchemar existentiel. Pendant qu'il passait de garçon dans l'Agogée à un véritable guerrier spartiate, l'Empire perse s'étendait à travers le monde antique. Et en 490 avant Jésus-Christ, le grand roi Darius tenta d'ajouter la Grèce à sa collection. Il a débarqué à Marathon, pensant que les Athéniens céderaient, mais les Grecs ont réussi l'impossible. Ils ont brisé la ligne perse et ont renvoyé les invincibles en hurlant vers leurs navires. Ce fut une humiliation que les Perses n'oublieraient jamais. Darius est maintenant mort, mais son fils, Xerxès, a hérité de la rancune de son père, et il a mené l'une des plus grandes armées que le monde antique ait jamais vues, de l'Asie jusqu'en Europe, afin de prendre ce que son père n'avait pas pu obtenir. Alors que la marée perse déferle vers le sud, ville après ville aperçoit les nuages de poussière à l'horizon et offre la terre et l'eau, les anciens symboles de soumission. La Macédoine tombe, puis la Thessalie se rend. Bientôt, il ne reste plus que le Péloponnèse, dont le pilier est la ville de Sparte, à la volonté de fer. Xerxès s'attend à ce qu'il se soumette comme les autres auparavant, mais il n'a jamais rencontré d'hommes comme ceux-là. Des hommes qui ont passé toute leur vie à s'entraîner pour ce moment précis où ils devraient affronter une mort certaine et lui rire au nez. Lorsque Xerxès envoie ses messagers promettant que ses flèches obscurciront le soleil, il s'attend à ce que les Grecs tremblent. Mais les Spartiates, fidèles à leur entraînement, donnent la réponse la plus laconique de l'histoire. Alors nous combattrons à l'ombre. Mais alors que la machine de guerre perse arrive aux portes de Sparte, l'État guerrier est paralysé par ses propres lois et traditions. C'est la période de la Carnéa, une fête sacrée dédiée à Apollon, et les prêtres ont clairement indiqué que les dieux exigent la paix. Même s'ils seront presque certainement détruits s'ils restent sans rien faire, faire marcher toute l'armée spartiate maintenant serait un sacrilège, et la punition que l'on encourt pour un crime contre les dieux est pire que tout ce qui peut arriver sur terre. Dans n'importe quelle autre cité, un roi ignorerait simplement les prêtres et marcherait. Mais à Sparte, la loi est tout. Alors, l'un des deux rois de Sparte, Léonidas, trouve une faille. Il ne mènera pas une armée, il conduira une garde rapprochée. Il sélectionne 300 hommes pour une mission présentée comme une simple reconnaissance. Les guerriers spartiates savent la vérité, c'est pourquoi Léonidas choisit pour sa garde uniquement des hommes ayant des fils vivants. Il sait que ces hommes ne reviendront probablement jamais, et en choisissant des pères, il s'assure que leur lignée perdurera pour continuer à servir Sparte. Le Spartiate a maintenant 30 ans, l'âge d'or absolu dans la vie d'un guerrier. Après des décennies d'entraînement, il porte désormais la panoplie complète, la lourde cuirasse en bronze, les cnémides qui protègent ses tibias et le casque corinthien emblématique qui transforme son visage en un masque de métal terrifiant et sans expression. Le petit groupe de guerriers franchit les portes de Sparte avec Léonidas pendant que les citoyens, silencieux, se rassemblent. Pas d'acclamation, juste le poids de ce qui les attend. Le guerrier spartiate aperçoit sa propre femme debout dans la foule, tenant leur jeune fils dans ses bras. Non loin de là se tient sa mère. Elle est bien plus âgée maintenant, et à ses côtés se trouve le père du Spartiate, le regardant avec la même intensité qu'il avait lorsqu'il a vu son fils entrer dans ce monde il y a 30 ans. Le guerrier spartiate ne s'arrête pas et ne rompt pas les rangs. Il offre simplement un bref signe de tête en direction de sa famille. Alors qu'il défile avec les 299 autres Spartiates, la voix de sa mère s'élève, criant les mêmes mots qu'il avait entendus lorsqu'il avait été emmené à l'Agogée. « Reviens avec ton bouclier, ou dessus !» Les Spartiates appelaient cet endroit les portes chaudes à cause des sources sulfureuses qui jaillissent du sol, et le terrain ici est idéal pour un Spartiate. À gauche, les falaises déchiquetées et inaccessibles des montagnes Calodromus. À droite, les eaux tumultueuses du golfe Maliaque. Entre les deux, une bande de terre si étroite qu'une seule charrette peut passer à la fois. Ici, les Spartiates obligeront l'armée de Xerxès à les affronter, le défilé limitant le nombre de soldats pouvant attaquer en même temps. Rejoint par environ 7000 alliés venus de toute la Grèce, dont des Thespiens, des Thébains et des Phocidiens, la petite armée commence sa première tâche, reconstruire l'ancien mur en ruine, érigé par les Phocidiens locaux il y a des générations. Façonner des roseaux pour en faire un lit et le travail manuel de l'agogie visait à préparer le guerrier spartiate à travailler quand d'autres se reposaient. Pour qu'ils transforment la ruine en point d'étranglement, une porte dans le défilé qu'ils fermeront de leur corps. Alors qu'ils terminent le mur,
l'horizon commence à changer. Une forêt de poussière s'élève du nord, soulevée par les pas de centaines de milliers d'hommes en marche. Puis le golfe Maliaque commence à se remplir, d'abord avec des centaines, puis des milliers de navires perses. Xerxès, le roi des rois, est arrivé avec toute la pompe et la solennité d'un dieu vivant. Voyant le petit groupe de Grecs qui l'attend et le mur construit à la hâte, Xerxès décide de s'asseoir sur son trône et d'attendre. Il s'attend à ce que les Grecs fuient, se cachent, tombent à genoux et implorent sa miséricorde, mais ils ne font rien de tout cela. Lorsqu'il envoie un cavalier pour explorer leur camp, celui-ci revient dire au roi que les Spartiates sont dehors, devant le mur, torse nu, en train de s'exercer et de peigner leurs longs cheveux. Xerxès ne peut que rire et se tourne vers Démétritus, un roi spartiate exilé désormais à son service, en se moquant de ses femmes vaniteuses. Mais Démétritus ne rit pas. Il avertit le grand roi que lorsqu'un Spartiate se coiffe, il se prépare à mourir et il se prépare à en emporter le plus possible avec lui. Le 5e jour, l'attente prend fin. Xerxès perd patience et lance sa première vague. Le guerrier spartiate se tient au premier rang, son bouclier de bronze de 32 kilos son aspice, chevauchant celui de l'homme à sa gauche. La différence d'équipement est catastrophique pour les Perses. Les envahisseurs portent des boucliers en osier et des tuniques de lin matelassées, et leurs lances sont courtes, conçues pour les plaines ouvertes d'Asie. Les Spartiates portent du bronze et leurs lances de 2,50 mètres ont des pointes en fer. Les Perses attaquent le mur de boucliers, mais leurs boucliers en osier cèdent face au bronze spartiate. Leurs lances courtes n'atteignent pas les corps spartiates à l'intérieur de la phalange. Les Spartiates n'ont pas cette limitation, et la bataille devient une moisson alors qu'ils fauchent les vies perses, frappant et tailladant jusqu'à ce que le sang s'accumule autour de leurs pieds. Le premier rang frappe jusqu'à ce que leurs bras brûlent, puis ils se retirent et une autre ligne avance, de nouveaux boucliers en avant, de nouvelles lances tendues, une danse meurtrière sans fin et disciplinée. Xerxès continue d'envoyer des hommes dans le défilé, une marée incessante qui pousse. Ils avancent en file, chaque homme tombé aussitôt remplacé, le suivant enjambant son corps pour devenir la prochaine victime d'une lance spartiate. La phalange semble totalement impénétrable, mais soudain la ligne spartiate cède et se brise, les guerriers se retournant brusquement et fuyant dans la panique. Les Perses, croyant à la victoire, rompent leur formation pour poursuivre l'ennemi, exultant à l'idée que la journée pourrait enfin être gagnée. Mais alors, les Spartiates s'arrêtent et pivotent à 180 degrés en parfaite synchronisation, à un point encore plus étroit de la brèche. Leurs boucliers se chevauchent à nouveau pour former un mur blindé et leurs lances jaillissent entre eux. La pression venant de l'arrière pousse sans cesse de nouveaux soldats dans le piège, des hommes hurlant, glissant, enjambant leur propre mort pour finalement se retrouver cloués sur place par la masse. Le passage étroit devient un abattoir. Au 6e jour, Xerxès, désormais frustré et humilié, envoie ses propres guerriers d'élite, les Immortels. 10 000 guerriers qui combattent en parure d'argent et d'or. On les appelait les Immortels, car leur rang était aussitôt renouvelé, donnant l'impression d'une armée immortelle. Mais lorsqu'ils ont frappé la ligne spartiate, la vérité a été révélée. Ils saignent, crient et meurent, tout comme les Perses de la veille. Les soi-disant immortels morts continuent de s'entasser, tout comme les autres avant eux. Au coucher du soleil, les Perses doivent escalader les corps de leurs morts pour atteindre la ligne spartiate. Un autre jour passe sans que l'armée de Xerxès ne brise les Spartiates. Ils osent encore espérer survivre et rentrer chez eux, retrouver leurs fermes et familles. Mais plus tard, dans la nuit, quand les guerriers spartiates sont censés être les plus dangereux, un ennemi parvient enfin à prendre l'avantage sur eux. Un Grec local nommé Éphialtès, espérant obtenir de l'or perse, révèle à Xerxès l'existence du sentier d'Anopéa, une piste de chèvres qui passe par-dessus les montagnes et derrière la position grecque. Sous le couvert de la nuit, le sentier caché permet aux immortels de se faufiler par les hauteurs et derrière le mur des 300 Spartiates. Au matin, la nouvelle parvient aux Spartiates qu'ils sont encerclés. Léonidas sait que la fin est arrivée. Il ordonne aux alliés grecs de battre en retraite pour pouvoir se battre plus tard. Mais il reste, et avec lui demeurent 700 Thespiens, 400 Thébains et les 300 Spartiates. Tous les guerriers savent que rester équivaut à une condamnation à mort, mais il n'est jamais question de fuir. Ils se préparent à ce moment depuis leur naissance. Depuis leur bain dans la bassine de vin jusqu'aux années à l'agogée, chaque nuit difficile, chaque coup de fouet était un acompte sur cette dette finale et sanglante.
Parce que pour un Spartiate, la vie ne se mesurait pas au nombre d'années vécues, mais à la gloire de la fin. Sachant qu'ils sont encerclés, les Spartiates surprennent les Perses par leur réaction. Ils dépassent leurs murailles, atteignent le point le plus large du défilé et invitent les Perses à attaquer. Il n'est plus question de survie. Les Spartiates veulent seulement s'assurer que leur mort est le prix le plus élevé possible. Tôt dans la journée, le roi Léonidas tombe, son armure transpercée par une douzaine de flèches perses. 4 fois, les Perses chargent pour s'emparer du trophée du roi tombé, et 4 fois les Spartiates les repoussent, repoussant l'armée de Xerxès jusqu'à ce que leurs boucliers soient cabossés et leurs lances brisées. Le guerrier spartiate, l'un des rares encore debout, jette sa propre lance sans pointe au sol, dégaine son xyphos, son épée courte, et continue d'augmenter le nombre de ses victimes jusqu'à ce que sa lame de bronze se brise contre un casque perse. Il ne lui reste plus que ses mains nues, ses dents et ses ongles, mais il continue de se battre. Terrifiés à l'idée d'approcher les monstres restants, les Perses reculent, comprenant qu'ils ne vaincront pas ces hommes au corps à corps. Et ainsi, Xerxès donne l'ordre. Une pluie de milliers de flèches s'abat, obscurcissant réellement le soleil. Le guerrier spartiate ne bronche ni ne se cache. Il tient sa position, trouvant enfin l'ombre qui lui avait été promise. La bataille des Thermopyles est terminée. Xerxès a gagné, et 300 Spartiates gisent morts dans la boue ensanglantée des portes chaudes. Mais même lorsque Xerxès se tient au sommet du monticule de cadavres grecs, il se rendra vite compte que s'il a gagné la bataille, il a perdu la guerre. Son armée continue vers le sud, atteignant une Athènes déserte, où ils réduisent ses temples en cendres, mais la victoire a un goût amer. Le sacrifice des Spartiates a donné aux Grecs le temps de prendre la mer. Lors de la bataille navale de Salamine, la flotte athénienne attire la marine perse dans un piège et écrase les Perses. Xerxès s'enfuit en Asie, pris de peur, laissant son général, Mardonios, achever une tâche qui est soudainement devenue impossible. Le coup final écrasant survient 1 an plus tard lors de la bataille de Platée. Cette fois, il ne s'agit pas seulement de 300 hommes défendant un passage, c'est toute la puissance redoutable de la machine de guerre spartiate. Des milliers de Spartiates se retrouvent enfin en plein soleil, bouclier contre bouclier, prêts à briser un empire. Aujourd'hui, les portes chaudes ont changé, la mer s'est éloignée de plusieurs kilomètres et le passage est devenu une vaste plaine. Mais au centre du site se dresse un simple monument de pierre, usé par le temps, qui marque l'endroit où les frères Spartiates ont tenu bon avec ces mots « Va dire aux Spartiates, toi qui passes, qu'ici, obéissant à leurs lois, nous reposons. » J'espère que ce voyage dans la Sparte antique vous a plu. Et si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci où nous plongeons dans certains des moments les plus brutaux de l'histoire, alors merci d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'en parler à un ami, car de petites actions comme celle-là traverseront l'histoire et aideront à produire plus de vidéos comme celle-ci. Ah, et dites-moi aussi où aller ensuite dans Dr. Bob's Brutal History.